Vous écoutez une édition prolongée, spéciale de l'Heure du Monde, consacrée aux suites de l'attentat terroriste survenu hier soir au Centre culturel islamique de Québec. À Sherbrooke, je joins maintenant David Morin. David Morin est co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Il enseigne également en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. Il nous accompagnera tout au long de cette édition spéciale de l'Heure du Monde. Bonsoir, Monsieur Morin. Bonsoir, Monsieur Bernatchez. Alors, nous savons qui sont les victimes. Nous savons maintenant qui est le tueur. Qu'est-ce que ça vous dit de cette tragédie survenue hier? Jusqu'où pouvez-vous aller pour qualifier ce qui s'est passé hier soir à Québec? Écoutez, on a donc vu que les pouvoirs publics ont un peu attendu avant de qualifier l'acte de terroriste. Ça s'explique assez simplement. On veut d'abord s'assurer qu'il y avait bien des motivations politiques derrière le geste, et puis ensuite probablement que l'individu n'avait pas agi sur une crise de démence, comme on a pu le voir par exemple dans quelques cas en France ou en Allemagne, où finalement les chefs d'accusation de terrorisme sont tombés. Donc là, il semblerait que la police estimait au regard du dossier que donc la qualification de terrorisme convenait pour l'acte. Alors après, c'est pas parce que la justice, ou au moment où il y a des dépôts, là on l'a vu dans les 11 chefs d'accusation, il y a rien en lien avec l'activité terroriste, mais probablement que la police raisonne en termes de quelles sont les preuves qu'elle aurait pour faire cette démonstration-là. Donc je pense quand même que sur le plan de l'analyse politique, c'est tout à fait justifié d'appeler ça un acte terroriste, puisqu'il était dirigé clairement contre une communauté, ici la communauté musulmane, et que donc il semblait quand même dans le profil de l'individu qu'il y avait déjà un certain nombre d'indications de ses positions politiques. Acte haineux, acte islamophobe sûrement, terroriste au sens où l'on veut semer la terreur à l'endroit de cette communauté-là? En fait, je vous dirais qu'un acte haineux peut s'insérer à l'intérieur d'une motivation politique quand on commet un acte terroriste. Donc la politique, c'est une définition assez large. À partir du moment où on cible une communauté particulière et où effectivement l'idée est de terroriser cette communauté-là et de lui montrer qu'elle n'est pas la bienvenue, etc., etc. Et oui, on peut penser qu'effectivement on est en droit de parler d'actes de terrorisme. Et souvent, effectivement, la question de la haine est quand même quelque part omniprésente, souvent dans les actes politiques de terroristes. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que l'acte terroriste est commis par un jeune Québécois de Québec, 27 ans, un jeune homme blanc, à l'endroit d'une communauté musulmane. Ce sont des personnes musulmanes qui ont été victimes ici d'un acte de terrorisme. Oui, absolument. Alors là, après, on regarde toujours la manière dont les individus fonctionnent. Est-ce que c'était un groupe? Est-ce que c'est un individu plus isolé? Là, il semblerait qu'on soit sur la seconde hypothèse. Encore qu'il va falloir voir comment l'individu s'est procuré les armes. Quel était le degré de préméditation? Est-ce que les gens qui lui ont vendu des armes avaient une idée de ce qu'il allait faire? Donc là, il y a toutes sortes, si vous voulez, d'éléments que l'enquête déterminera pour savoir si effectivement l'individu était si isolé que ça. On est quand même nombreux à rappeler souvent que l'expression loup solitaire est un peu galvaudée dans ce sens que il y a quand même généralement des contacts entre l'individu et puis son environnement social, soit avec des gens réellement, soit minimalement par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un élément. Et là, oui, clairement, comme vous le signaliez, c'est ciblé contre la communauté musulmane. Alors ça s'inscrit, c'est sûr, et puis j'imagine que vous allez aborder la question plus tard, dans un environnement où on a quand même au Québec, depuis un certain nombre d'années, une augmentation des crimes haineux. À l'endroit, évidemment, de la communauté musulmane, mais pas seulement elle, à l'endroit aussi des juifs, à l'endroit des gays et lesbiens, à l'endroit des Premières Nations. Donc on a une montée, on le sent quand même, de crimes haineux, mais qui ne sont jamais allés, évidemment, jusque à la terrible tragédie d'hier. Mais dans la mesure, et en sol canadien, j'entends dans la mesure où ce sont des membres de la communauté musulmane, des Québécois, des Canadiens, membres de cette communauté musulmane, donc de confession musulmane, et des Québécois, des Canadiens à la base, bien sûr, on le souligne, on le répète, membres de cette communauté qui sont visés. Est-ce que ça ne vient pas déboulonner un certain discours dominant qui laisse entendre qu'en Occident, le terrorisme viendra de personnes, d'islamistes radicalisés? Oui, tout à fait. En fait, il vient déboulonner deux mythes importants. Le premier mythe important, c'est celui que ceux qui causent les attentats
sont plutôt des djihadistes violents. Quand on regarde les statistiques, alors dans les 10 dernières années, c'est assez vrai, dans une certaine mesure en Europe, dans une moindre mesure ici, mais par exemple, si vous prenez la cartographie des attaques terroristes aux États-Unis au cours des 10 dernières années, qu'on exclut le 11 septembre, qui est une aberration statistique évidemment compte tenu du nombre de morts, vous vous apercevez que au nombre de victimes, eh bien les attaques djihadistes sont peut-être à hauteur de 35-40% des victimes. Le reste, c'est l'extrême droite américaine, ce sont aussi des gens anti-système, etc., etc. Donc le premier mythe que ça déboulonne, et vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est le fait que le terrorisme n'est absolument pas seulement de nature djihadiste. Et l'extrême droite, comme l'extrême gauche en son temps, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui, ont commis au moins autant, en fait, sinon plus d'attentats dans l'histoire du dernier siècle écoulé. Le deuxième mythe, à mon avis fondamental qu'il vient déconstruire aussi, c'est celui que dans les pays occidentaux, les djihadistes, par exemple, là on ne parle pas de djihadistes, mais ciblent surtout les musulmans. Et là, il faut rappeler une statistique importante, et ça c'est les faits quand on les présente, donc le fait que 80% des victimes du terrorisme le sont dans 5 pays, et que ces 5 pays-là sont des pays musulmans, donc l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan, et le 5e, c'est un petit peu différent, c'est le Nigeria. Donc là, il y a plusieurs communautés dominantes au Nigeria. Et donc, vous voyez ici que effectivement, les musulmans et les nationaux de confession musulmane sont aussi les victimes. Et d'ailleurs, c'était vrai aux attentats de Nice, c'était vrai aux attentats du Bataclan, c'est encore aujourd'hui très vrai au Québec. Et donc je pense que ce que ça montre aussi, c'est que tous les Québécois et les Québécoises, quelle que soit leur confession, quelles que soient leurs origines, font aujourd'hui face à la montée des extrémismes violents. Aujourd'hui, il semble que dans le cas de l'individu dont on parle, ce soit plutôt une idéologie de droite qui les conduit à commettre ces actes-là. Monsieur Morin, je vous remercie beaucoup d'accepter de passer la soirée avec nous. Je vous remercie d'être là. On se reparle un peu plus tard. Ça me fait plaisir. À tout à l'heure. David Morin, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation, mais l'extrémisme violent. Il enseigne la science politique à l'Université de Sherbrooke. À Sherbrooke, je retrouve le co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent, David Morin. Monsieur Morin, vous venez de l'entendre, il y a des membres de la communauté musulmane de Québec qui se plaignent d'un climat d'intolérance ambiant, qui se sentent méprisés, hein, c'est le terme qu'on a employé, victimes d'islamophobie. Il y a des tracts islamophobes qui avaient circulé dans le secteur de ce centre culturel islamique de Québec. L'été dernier, là, on y disait, c'est un foyer de radicalisation, on prône le djihad, la charia, l'homophobie. Est-ce que ça aurait dû être un indicateur, tout ça, que quelque chose de malheureux allait peut-être un jour se passer? Ben, effectivement, écoutez, il y avait quand même des signes avant-coureurs et d'ailleurs on était assez nombreux à essayer d'alerter un peu l'opinion publique là-dessus quand on couvrait la question du djihadisme en disant attention, il pourrait y avoir un ressac et ce ressac pourrait se manifester dans un contexte post-11 septembre, un peu de choc des civilisations, hein, comme certains aimeraient que ça devienne. Le ressac pourrait se traduire effectivement par une montée de la droite dure, anti-immigrants, islamophobe, etc. Donc je vous dirais oui, ici aussi d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Québec, à Sherbrooke, on a vu quand même un certain nombre d'actes. Alors c'est sûr que il faut bien comprendre que évidemment rien n'indiquait que ça pourrait tourner de la sorte avec vraiment des attaques terroristes, ce qui a été le cas. Mais oui, comme je vous le disais tout à l'heure, on a aussi des statistiques et puis c'est bien hein, dans ce monde post-factuel de rappeler de temps en temps aux statistiques que effectivement il y avait une montée des crimes haineux au Québec. Si vous prenez l'Europe, si vous prenez l'Occident en général, les États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, aux États-Unis, quand vous regardez les statistiques froidement, vous vous apercevez que l'extrême droite a tué bien plus de monde que le djihadisme violent, et que si l'on fait abstraction du 11 septembre, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est une aberration statistique, il en reste pas moins que même depuis 2002, il y a un certain nombre d'attaques de la part de l'extrême droite. Donc probablement que là, aujourd'hui, effectivement, les pouvoirs publics vont prendre en considération le fait que l'extrémisme de droite peut aussi être mortifère. Et je me rappelle à une émission sur une autre chaîne où j'avais donné quelques statistiques en disant notamment que par exemple la Sûreté du Québec, son module extrémisme violent avait ouvert plus que la moitié de ses dossiers en extrémisme de droite. À l'époque, certains disaient oui, mais c'est beaucoup moins dangereux, ça n'a rien à voir avec le djihadisme violent. Écoutez, aujourd'hui on a la preuve que c'est pas exactement le cas.
Et c'est là où je me tourne vers votre collègue Stéphane Berthommet, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation, qui est analyste en affaires terroristes. Il est à mes côtés. Il y a une réponse policière à donner à ça, justement, comme le dit M. Morin. Oui, mais la réponse policière, c'est la réponse de la dernière chance. La réponse policière, c'est quand ce que David Morin vient de dire qui a échoué, c'est-à-dire quand on n'a pas anticipé l'existence de ce que moi j'appelle une sorte de bruit de fond. Vous savez, c'est un bruit qui monte comme ça. Ouais. On l'entend à un moment donné, on l'oublie, on l'entend, on l'oublie, on l'entend. Et si on y est très attentif, on le voit, on voit qu'il est là. Est-ce que David expliquait ces gestes, ces statistiques qui sont là, elles existent, c'est un fait. David ne dit pas que quand il a évoqué, et Stéphane Lemant-Langlois, qui est aussi à l'Observatoire, l'a fait, quand ils ont évoqué, justement, Stéphane est un spécialiste des mouvements d'extrême droite, quand ils ont évoqué l'existence de ce phénomène qui montait, ils se sont fait dire publiquement qu'ils racontaient un peu n'importe quoi et que la vraie menace, c'était le djihadisme. Donc, il y a un refus d'entendre ce bruit. Et ce bruit, ce qui déclenche, c'est la fureur de certains. Ce qu'il vient chercher, c'est la haine, c'est l'appel à la violence chez certains, pas chez tous. Et on pouvait pas s'attendre à ce que ce soit hier dans ces circonstances, mais on pouvait s'attendre à ce que ces différents actes de violence, et la personne qui est parlé avant, moi, ce qu'elle a dit, ça m'a frappé. Il parle de voiles qui ont été arrachés dans la rue, de gestes comme ça. Tout ça, c'est une montée lente, mais crescendo, vers des gestes qui, à la fin, finissent par être extrêmement violents. Le ministre canadien de la Sécurité publique, Ralph Goodale, disait cet après-midi, on a là le profil d'un loup solitaire, hein, ce tueur qu'on a parmi les plus difficiles à identifier. Il appelait la communauté à la plus grande vigilance pour tenter d'identifier tous ces... Je vous vois faire la moue. Je vous pose la question parce que, d'une part, est-ce que vous pensez également, vous, qu'on puisse avoir affaire à ces loups solitaires difficiles à identifier, et est-ce que vous craignez un effet de contagion vers d'autres personnes comme ça qui agiraient de la sorte? C'est le terme loup solitaire qui m'horripile. Oui. Parce que c'est un terme qui a un petit volet marketing qui m'horripile dans la situation. La réalité elle est il y a peut-être un problème de traduction quand on emploie mais que ce soit le cas ou pas, c'est pas grave. Mais là où il y a un point qui est juste, et je vais revenir avec la veste de policier que vous aimeriez que je porte dans cette émission ce soir. C'est que vous avez porté. Et que j'ai porté, enfin, j'avais pas de veste, mais cela n'est pas l'important. Bref, mettons que le terrorisme fonctionne comme un système pyramidal. Oui. Il y a 20 ans, ça partait du haut de la pyramide pour descendre vers le bas. Les instructions, le matériel, l'organisation, toute la structuration était du haut vers le bas, vers la masse. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Ça part de la masse vers un appel idéologique, vers un bruit de fond, vers une sorte de courant comme ça qui a été lancé par le haut, qui a été jeté à large, le plus large possible, et que chacun décide ou pas de s'en saisir. Et c'est ça justement qui fait la difficulté. Alors on peut appeler ça un loup solitaire. En réalité, on a quelqu'un qui, pour des raisons très très variées, très différentes les unes des autres, à chacun des cas, décide de répondre à une sorte d'appel à la violence, à une sorte de message de haine. Et que ce message de haine soit d'extrême droite, qu'il soit djihadiste, terroriste, c'est à peu près la même logique. On le voit bien ici dans les types de radicalisation qu'on a eu. Martin Couture-Rouleau, dérive sociale, personnelle profonde et passage à l'acte dans un contexte d'appropriation du djihad international. Zéaf Bibo, la même chose, des troubles psychologiques intenses, une dérive psychologique aussi, et l'appropriation de cette guerre contre le Canada par une organisation terroriste extérieure. Je ne dis pas qu'il n'y a pas là du terrorisme, je ne dis pas qu'il n'y a pas là de l'islam radical et du djihadisme, je dis que c'est un ensemble beaucoup plus compliqué à appréhender que ce qu'on fait dans les raccourcis rapide qu'on en fait. En terminant, en quelques mots, M. Berthommet, je sais que vous devez nous quitter. D'un point de vue de l'intervention policière des forces de l'ordre, l'emploi du qualificatif attentat terroriste permet de déclencher une réponse particulière? Oui, au plan de l'intervention? Oui, en réalité, ça déclenche effectivement la structure globale qui permet une réponse policière au terrorisme et la mise en œuvre des EISN, des équipes intégrées de sécurité nationale. Et donc, c'est effectivement un dispositif qui est large, qui est compétent, qui est très entraîné, qui est préparé et qui fonctionne bien au Canada d'ailleurs et au Québec en particulier. Donc, c'est une bonne chose. Quand on regarde les événements ce soir, avec tout ce que ça a décanté
pointer finalement un seul suspect, un acte dont on n'a pas encore bien déterminé les motivations. Les accusations, vous avez vu, ont été portées. Évidemment, il n'y a pas d'accusation de terrorisme en tant que tel. Le terrorisme est le contexte des accusations, et il peut y avoir des préparations à des actes de terrorisme qui viendront après. Mais en l'occurrence, ce sont des accusations de meurtre qui ont principalement été portées. Donc, on voit bien que là, on a une enquête qui est déjà bouclée quasiment sur la façon dont, sur le mode opératoire et sur les actes. Après, on verra si on contextualise ou pas dans un acte de terrorisme, parce que ça demande quand même, et c'est pas des éléments de preuve particuliers. C'est ça, et c'est pas faire insulte aux gens qui en ont été victimes que de se questionner sur est-ce que c'est un acte de terrorisme ou un crime haineux. D'ailleurs, le meurtre, au regard du code criminel, est l'accusation la plus grave, donc il emportera la peine la plus lourde. Donc ça ne changera rien aux conséquences. C'est vrai que d'un point de vue sémantique, c'est vrai que d'un point de vue des attentes des gens, de l'opinion publique, ça représente un enjeu. Cet enjeu, il a été jeté sur la place publique par les politiques qui ont parlé, eux, du terrorisme. Est-ce que ça a été fait, et là je m'interroge, en collaboration d'un commun accord avec les corps policiers ou pas? Ça reste à déterminer. Merci beaucoup, M. Merci Berthomé. À vous. Stéphane Berthomé est analyste en affaires terroristes, en affaires de sécurité et co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Je retrouve à Sherbrooke David Morin, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Vous avez entendu votre collègue Stéphane Berthomé. Vous venez d'entendre Claude Claude Bernatchez et Claude Brunet, les deux Claude, bref, à Québec. Est-ce qu'on se sentait fautivement, à tort? Est-ce qu'à tort, on se sentait protégé au Québec contre ce genre d'actes haineux, compte tenu également de ce qu'on se disait plus tôt, vous et moi, M. Morin? Ouais, il y a toujours un paradoxe. Vous avez vu que si on a regardé hier un certain nombre d'entrevues, les gens hésitaient à placarder le terme terrorisme, comme si le terrorisme était finalement réservé au djihadisme violent. Donc, ça serait un terrorisme qui viendrait de l'extérieur. Et on a toujours beaucoup plus de mal, quand on est chez nous, à considérer que la violence politique peut être du terrorisme. Donc, c'est sûr que je pense que on a probablement pensé, une partie des pouvoirs publics, que en dépit effectivement du bruit de fond, du discours ambiant, de la détérioration des relations sociales et peut-être de l'émergence effectivement d'un discours plus radical à l'endroit des immigrants, à l'endroit des musulmans, etc. Effectivement, ça se transformerait pas en actes et en actions violentes. Et bien malheureusement, c'est arrivé. Oui. Et ce serait une erreur de dire, là, c'est à Québec que ça se passe et pas ailleurs, parce que c'est un discours que l'on entend un peu partout dans le monde maintenant, en Europe, aux États-Unis. C'est délicat de faire ce type de lien, mais est-ce possible? La suite des choses nous le dira, M. Morin, mais bon, l'attentat est survenu dimanche soir. Un nouveau président est entré en poste aux États-Unis, avec un discours très ferme. La politique frontalière mise en place, et en particulier les mesures annoncées vendredi en fin de journée, peuvent être comprises par un esprit mal intentionné, comme étant, voici celui qu'on présente comme le chef du monde libre, montre du doigt des communautés en particulier, là, comme étant celles dont on doit se méfier, celles de qui vient le danger. Oui, absolument. Écoutez, je pense que il faut réaliser qu'une partie importante de nos jeunes qui aujourd'hui ont 20 ou 30 ans sont nés dans le monde post-11 septembre, avec un espèce de choc des civilisations autoproclamé par les prophètes de malheur qui essayaient de créer finalement et de monter les civilisations entre, en tout cas, l'Occident contre un peu les musulmans, etc. Donc eux, ils sont nés avec cette espèce de paradigme-là derrière la tête, systématiquement répété ad nauseum. Et donc c'est sûr que quand vous avez un président élu, qui est élu d'ailleurs sur un discours, comme vous le dites, extrêmement polarisant, ça libère la parole. Et je pense qu'on a vu ça aux États-Unis, on a vu ça en Europe, on voit ça ici. Maintenant, je tiens quand même à rappeler un élément important, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de l'action violente, c'est que le passage à l'acte, ce jeune, pourquoi il est passé à l'acte, il y a toute une
kyrielle de facteurs qui concourent au fait qu'à un moment donné, on passe d'un discours radical à l'action violente. Alors, il faut pas effectivement se tromper dans l'analyse. Maintenant, pour ce qui est évidemment de ce tapissage idéologique répandu de plus en plus, et là oui, il y a très certainement un certain nombre de choses à faire. Moi, ce qui m'inquiète le plus à l'heure actuelle, si vous voulez, et puis vous en parliez, c'est l'espèce de triangulation entre la sécurité ou l'insécurité, l'immigration, la religion, et où finalement on amalgame un petit peu tout ça, et c'est pour ça que oui, il y a certainement des débats qui sont justifiés au Québec, et le Claude prédécesseur le disait bien, il y a certainement des débats qui sont justifiés au Québec, mais la question est de savoir dans quel contexte on va les mener, à quel moment, avec quel type d'intensité, parce que effectivement il y a beaucoup de dérapages qui sont possibles, notamment chez les gens qui ont moins d'informations disponibles pour essayer d'avoir des jugements qui sont éclairés. Et donc là, oui, effectivement, il y a lieu de s'inquiéter un peu quand même. Voilà, discuter des seuils d'immigration, discuter des vérifications qui peuvent être faites à l'accueil, ça doit se faire dans un climat de respect, dans un climat. On peut discuter de ces choses-là, mais ça doit se faire dans un climat raisonnable. Et bon, et je précise évidemment que le président américain a condamné l'attentat survenu à Québec. Mais bon. Non, mais assurément, mais je vais vous donner un exemple de ce que ce président fait et qui c'est de la poudre aux yeux, effectivement. Dire qu'on ferme les frontières à 6 pays et on s'aperçoit que dans les attaques terroristes qui ont été commises en sol américain, aucun ressortissant ne vient de ces pays. C'est donc dire aux gens qu'on prend une mesure antiterroriste dont on sait que l'efficacité est zéro. Donc ça ne sert à rien sinon rassurer et nourrir un discours qui est finalement polarisant, alors qu'on sait que les mesures sont totalement contre-productives. L'histoire du mur, c'est à peu près peu ou prou exactement la même chose. Regardez les pays qui construisent des murs, ça ne les empêche pas. Effectivement, prenez Israël, qui est des cachettes d'armes, des tunnels, pourtant qui est un pays qui est bien plus petit que celui des États-Unis. Prendre des mesures et des législations antiterroristes qui sont extrêmement sévères, qui font reculer les libertés publiques. À quel moment est-ce qu'on mesure l'efficacité finalement de ces législations-là? Et même aujourd'hui, on parle beaucoup de déradicalisation. Écoutez, il y a tout un débat à l'heure actuelle en Occident qui montre que la déradicalisation, lorsque les individus ne la font pas volontairement, ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc il ne faut pas, pour essayer de rassurer les gens, vendre des politiques qui sont complètement aberrantes, dont l'efficacité n'a jamais été démontrée. Ouais. Alors on se reparle plus tard, Monsieur Morin. Absolument. Merci beaucoup. David Morin de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Je retrouve à Sherbrooke David Morin, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent et professeur de sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. J'ajouterais chercheur. Vous êtes un chercheur, Monsieur Morin, et je veux le souligner parce que vous déposiez aujourd'hui même un document, un dossier pour la création d'une chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Pourquoi une chaire de recherche là-dessus? Oui, absolument. C'est un peu l'ironie du sort. Oui. Donc, vous vous souviendrez que le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il soutenait la création de cette chaire UNESCO en marge du colloque de l'UNESCO à Québec. Justement, il y a maintenant près de 3 mois, fin octobre, début novembre. Et donc, on a avancé avec des collègues d'autres universités du Québec, francophones, anglophones, avec des origines extrêmement diverses et variées. On a décidé donc de mettre sur pied une chaire dont l'objectif est à la fois de faire de la recherche-action, mais de soutenir des projets en matière de prévention de la radicalisation. Et écoutez, l'idée de départ est de dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics et les chercheurs s'entendent unanimement pour dire que la solution sécuritaire a atteint ses limites et que donc il faut maintenant investir dans la prévention en matière d'éducation, dans les services sociaux, pour finalement ouvrir des espaces de dialogue avec notamment la jeunesse, mais pas seulement, entre la jeunesse aussi et les autres générations, et combattre les discours haineux. Ça, c'est un des premiers éléments. Et le deuxième élément, qui me semble encore plus important aujourd'hui, c'est de dire on est en train de mettre aussi pas mal d'argent à droite et à gauche, et il faut évaluer quelles sont les meilleures pratiques en matière de prévention. Qui fait quoi? Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc c'est extrêmement concret, et effectivement, on a réussi à obtenir le soutien, je pense, de 25 institutions à l'extérieur du pays. Oui, parce que qui dit recherche des meilleures pratiques dit nécessairement dialogue international.
Oui, absolument, tout à fait. Et on est à ce niveau-là, à peu près, en fait, tous les continents sont représentés avec des gens qui travaillent sur les mêmes choses. Beaucoup d'organisations non gouvernementales qui donc travaillent auprès de la société civile. Et je pense que c'est fondamental de comprendre que pour contrer l'extrémisme violent, il faut investir maintenant pour éviter que la situation ne se dégrade. Effectivement, le risque est modéré au Québec. Effectivement, le Québec n'a pas l'histoire d'autres pays européens. Mais néanmoins, très clairement, aujourd'hui, on sent une montée des extrémismes violents et pas seulement du reste de l'extrême droite. Le djihadisme violent a frappé aussi le Québec. Et donc, c'est à mon avis fondamental de prendre de l'avance par rapport à d'autres pays où les pouvoirs publics n'ont pas su finalement canaliser cette espèce de radicalité vers des formes beaucoup plus positives comme le militantisme politique et autres, et où finalement la situation s'est dégradée. Et nous sommes dans un monde, on le dit maintenant, le monde n'a jamais été aussi petit, aussi connecté, où il est si facile de glisser au fond. Absolument. Et je pense qu'un des éléments important, c'est de renforcer l'esprit critique, parce que on s'aperçoit que finalement les discours extrémistes surfent sur des idées préconçues toutes faites que les gens ont envie de comprendre, mais qui ne reposent rarement sur des faits. Et là d'ailleurs, il y a plusieurs projets à l'heure actuelle dans lesquels moi je suis impliqué. Je vais pas rentrer dans le détail, mais notamment avec le milieu scolaire, où on fait effectivement, on va dans les cégeps, dans les écoles secondaires, et où on discute de sujets de société qui sont des sujets de société difficiles, dont c'est pas simple de parler, mais où on essaye d'ouvrir un espace de dialogue avec les jeunes pour discuter d'enjeux qui les touchent, et sans évaluation, sans rien, où ils peuvent vraiment exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Et je pense que ça, c'est fondamental, de pas bannir certaines paroles, d'accepter d'engager le dialogue. Et inversement aussi, je pense qu'il faut le faire, et ça c'est un autre projet qu'on a actuellement à Sherbrooke, beaucoup plus axé sur le dialogue interculturel, où finalement les communautés peuvent se rencontrer ensemble. Donc ça, ce sont beaucoup de projets. Il y a déjà beaucoup d'organisations, il y a beaucoup de milieux qui travaillent sur ces questions-là, qu'il faut un peu recalibrer sur cette question de l'extrémisme violent, mais qui sont déjà opérationnels. On aura l'occasion de s'en reparler, je l'espère, des travaux de cette chaire de recherche UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. On se reparlera plus tard de l'enquête en cours. J'aimerais avoir vos observations là-dessus. Monsieur Morin, merci beaucoup et à plus tard. Parfait, à plus tard. Et je retrouve pour une dernière fois David Morin, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent, pour parler de cette enquête policière qui a été enclenchée dès hier soir et qui a donné lieu au dépôt d'accusations, 11 chefs d'accusation, 6 pour meurtre au premier degré, 5 accusations pour tentative de meurtre. Votre collègue Stéphane Berthomé nous le disait, Monsieur Morin, que bon là les enquêteurs espèrent pouvoir déposer des accusations en lien avec les articles du Code criminel sur le terrorisme et la sécurité nationale. Mais ce qu'on apprenait également pendant le point de presse qui a été présenté par les autorités policières en fin d'après-midi, c'est que il y a de la cybersurveillance qui est faite par les policiers en ce moment. On se parlait un peu plus tôt de cette planète plus petite que jamais, où les risques de glissade sont plus importants que jamais, peut-être, de ce point de vue-là. C'est important, ça, dans un monde de plus en plus numérique, de bien garder en tête tout ce qui se dit, s'écrit, se transmet sur Internet. Oui, alors il y a beaucoup d'enjeux derrière ça. Le premier enjeu, c'est évidemment l'extrême difficulté, précisément, de surveiller tout ce qui se dit et ce qui s'écrit sur Internet. C'est quasiment impossible. Comme vous le savez, il y a en plus le dark web, donc des applications qui permettent à des gens qui voudraient commettre des crimes, finalement, de se parler de manière encryptée, etc. Donc il y a une vraie difficulté pour les services de surveillance pour accéder à toute cette information. Le deuxième élément qui, à mon avis, est fondamental, c'est qu'il suffit pas d'avoir l'information et d'avoir les discours des gens qui disent « j'aime pas telle communauté, j'aime pas telle autre ». Il faut être capable de s'en servir et que l'analyse soit suffisamment bonne pour dire « ou attention, là, on est peut-être dans un cas potentiel où l'individu va passer à l'acte ». Parce que là, à l'heure actuelle, vous aurez noté que, et je connais pas tous les détails de l'enquête en cours, mais le jeune homme dont on parle, sur son compte Facebook, il y avait bien, oui, des positions politiques de droite un peu radicales, mais il n'y avait pas, à ma connaissance, ou en tout cas c'est pas encore sorti dans les médias, de menaces de mort explicites. Et finalement, le troisième volet de ça qui me semble
super important aussi de souligner. Excusez-moi, j'ai sifflé. Non, ça va. C'est évidemment faire attention à ce que ces enquêtes-là et cette surveillance du cyberespace respectent aussi les libertés individuelles, les libertés civiles, et que cette intrusion-là, à un moment donné, elle risque aussi de nous faire un peu régresser. Pourquoi? Parce que ces données-là, elles sont stockées. Pendant combien de temps elles vont être stockées? Est-ce qu'à posteriori, on va reprocher à des gens des choses qu'ils auraient dit 10 ans auparavant et on va surinterpréter finalement des trajectoires de radicalisation? Qui va détenir ces métadonnées-là, etc. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'enjeux, si vous voulez, fondamentaux qui se posent sur cette question de la surveillance du cyberespace. Et juste en conclusion, si vous me permettez, parce que je sais que l'émission va bientôt toucher à sa fin, oui, en quelque temps. Et puisque je sais qu'on est simplement vous et moi en ondes, je vais vous faire une confidence quand même. En quelques secondes. Je suis un immigrant qui est au Québec depuis 15 ans. Et hier soir, j'étais très triste, évidemment, face à ce qui s'est passé. J'ai trouvé qu'on voyait dans l'acte violent, alors pas l'individu lui-même, je voudrais pas le blâmer, même si c'est terrible, mais ce que peut-être l'humanité a de pire, ce que le Québec parfois est capable de présenter. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai dans une certaine mesure retrouvé le sourire en voyant aussi cet élan de solidarité au Québec qui présente finalement le Québec sous un visage totalement différent. Et je retrouve le Québec auquel je me suis finalement attaché. Peut-être laisser les gens sur cette touche-là, parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Cette note d'espoir sur laquelle j'espérais bien pouvoir terminer avec vous ce soir. Je m'excuse. Merci beaucoup. Oh, au contraire. Merci beaucoup, Monsieur Morin. Je vous remercie. Bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. David Morin, co-directeur de l'Observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Voilà qui complète cette édition spéciale de l'Heure du Monde. Merci d'avoir été là.